Bonsoir chers téléspectateurs, ravis de nous suivre pour cette nouvelle édition d'information. Après avoir consulté la Cour constitutionnelle au fin de contrôle des conformités de constitutionnalité par le Premier ministre conformément à l'article 131 de la Constitution, la Cour déclare la loi modifiant et complétant celle de 2021 portant indemnité des députés non conformes à la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette décision de la Cour constitutionnelle? Réponse dans ce reportage de Youssef Haïdara. La Cour constitutionnelle déclare non conforme à la Constitution la loi modifiant et complétant la loi numéro 2011-12 du 27 juin 2011 portant indemnité et avantages des députés votée récemment à l'Assemblée nationale. Une décision qui n'est guère surprenante selon le constitutionnaliste Dr Amadou Boubacar Hassan. Ce arrêt ne m'a pas surpris, d'autant plus que j'avais déjà en son temps rappelé qu'il y a un arrêt numéro 06 du 28 juillet 2020 à travers laquelle la Cour constitutionnelle avait déjà déclaré non conforme à la Constitution les velléités des députés justement de rehausser leur indemnité sur la base d'un raisonnement quand même qui est très clair et que le juge constitutionnel nigérien a eu le mérite d'asseoir une jurisprudence en tout cas assez intéressante du point de vue de la doctrine, en fait que la Cour déjà dans son arrêt de 2020 avait précisé que cette augmentation, en tout cas proposée dans la loi modificative de 2020, ne répondait pas à un objectif constitutionnel de bon usage des ressources publiques qui s'impose au législateur organique. Selon Dr Amadou Boubacar Hassan, la loi modifiant celle de 2011 votée par l'Assemblée nationale a péché sur 2 points. La Cour a confirmé à la limite son arrêt de 2026 puisque dans le fond, la Cour a tenu pratiquement le même raisonnement pour dire que cette modification qui grève un peu le budget de l'État a péché sur 2 points. Le fait que la situation financière de l'État n'a pas du tout changé pour qu'on puisse envisager une telle augmentation des indemnités des députés et que cette augmentation crée davantage les inégalités de revenus entre les députés et les autres citoyens. Et comme vous le savez, normalement, lorsque on fait une proposition par rapport à l'équilibre budgétaire, quand on fait une proposition de dépenses, il va falloir faire une proposition de recette pour pouvoir prendre en charge. Et là également, la Cour a relevé que le projet de loi en question n'est pas accompagné de propositions d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes pour pouvoir prendre en charge. Par ce taré, en date du 16 décembre 2022 de la Cour constitutionnelle, la loi modifiant celle numéro 2011-12 du 27 juin 2011 devient donc caduque. Les députés nationaux doivent encore patienter quelque temps avant de voir leur volonté de rehausser les indemnités se réaliser. Suite à la rencontre entre le président de la République, Bazoum Mohamed, et les ministres concernés par les réformes éducatives, les acteurs de l'éducation nationale, notamment les syndicats, ont réagi pour la circonstance. Suivez ce reportage de Suleiman Ousmane pour en savoir plus. C'est sans les vrais acteurs du système éducatif nigérien, notamment les syndicats du secteur éducatif, que la réunion autour du président de la République sur les réformes éducatives du Niger s'est déroulée hier 19 décembre 2022 au palais de la présidence. Dans cette dynamique, le chef de l'État a donné les grandes lignes de la rencontre. Le plus important, c'est surtout l'agenda de la mise en œuvre des mesures, une fois qu'elles auront été définies, de tous les problèmes auxquels nous faisons face. Le problème de l'éducation est le plus crucial. Il est crucial parce que la mise en œuvre des mesures qui sont contenues dans les propositions qui nous sont faites vont demander beaucoup de ressources financières. Il est crucial aussi parce que la matière de la réforme du système éducatif est une matière difficile. Les acteurs de l'éducation, à travers les responsables syndicaux, dénoncent cet état de fait. Effectivement, comme tous les Nigériens, nous avons constaté hier qu'il y avait eu une réunion
autour en tout cas de l'éducation avec les différents ministres en charge de l'éducation. Malheureusement, comme vous l'avez dit, il n'y a pas les partenaires sociaux qui nous sommes, les syndicats. Je vais peut-être profiter de votre micro pour prendre le président par ses propres mots. J'ai encore souvenance lorsque nous avons réussi au niveau donc de la présidence. Dans les échanges, il a fait comprendre clairement que dorénavant, tout ce qu'on doit faire dans le secteur de l'éducation doit se faire de façon concertée avec les partenaires sociaux. Malheureusement, tel n'a pas été le cas, parce que ce que nous avons vu hier, il n'y avait pas les syndicats, on n'a pas été invités. Parce que moi, je me dis, tout ce qui est fait sans toi, pour toi, moi, je dirais que tout simplement est contre toi. Alors, tout ce qui est question de l'éducation doit engager forcément les acteurs principaux, la pièce maîtresse qui est l'enseignant. Au cours de cette rencontre, ce sont 12 points qui ont fait l'objet de discussions entre le président de la République et les ministères concernés, dont, entre autres, le plan de résorbation des enseignants contractuels, l'alimentation scolaire et le problème des infrastructures. Aussi, à travers cette initiative du président de la République, le chef de l'État veut ainsi réaffirmer son attachement et son engagement pour un système éducatif et de formation de qualité. Aussi, les syndicats du secteur éducatif exigent de plus au gouvernement le respect du protocole d'accord de février dernier, un accord qui souffre depuis près d'un an avec un taux d'exécution de moins de 5%. Le comité paritaire conjoint, Direction générale des impôts et la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a tenu ce matin sa 3e réunion annuelle. Plusieurs points sont à l'ordre du jour de cette rencontre. Compte rendu, Boubacar Amadou. Dans la politique globale du gouvernement de favoriser le dialogue public-privé, le ministère des Finances a mis en place un cadre de concertation entre la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et la Direction générale des impôts. Ce comité paritaire conjoint de concertation tient sa 3e réunion annuelle. Les objectifs de cette rencontre sont de 3 ordres. Le premier objectif, c'est que chacun des acteurs, que ce soit les agents des impôts ou la Chambre de commerce et ses adhérents, que tout le monde ait une bonne et saine application de la loi fiscale. Le deuxième objectif, c'est que puisque la loi fiscale évolue et que chaque année on a des mesures nouvelles que nous proposons au gouvernement, donc nous associons chaque fois la Chambre de commerce dans la préparation de ces mesures nouvelles. Et le troisièmement, c'est de faire en sorte que nous puissions faire des missions conjointes de sensibilisation des différents acteurs sur ces mesures et sur aussi d'autres réformes que l'administration fiscale entreprend. Donc tout cela dans l'optique d'éviter des conflits entre nous. Parce que les interprétations divergentes des textes fiscaux peuvent amener des conflits entre l'administration et les usagers d'une manière générale, et en particulier aussi les différents consulaires de la Chambre de commerce. Mis en place officiellement le 5 avril 2022, le comité a eu à mener plusieurs activités avec des résultats satisfaisants. À cette date, on peut dire d'abord que nous avons, comme vous l'avez vu, lorsque nous avons mis en place la réforme de la facture certifiée, il y a eu beaucoup de rencontres entre la Chambre de commerce et la DGI, ce qui a permis aux différents acteurs de comprendre la réforme de la facture électronique certifiée. Au-delà de cela aussi, nous avons pris des actes réglementaires entre la Direction générale des impôts et la Chambre de commerce pour mettre en place aussi des comités régionaux. Donc les textes sont créés pour installer des comités régionaux pour que ce souci de dialogue s'installe aussi en région. Nous allons poursuivre cette année aussi. Le programme prévoit que toutes les autres réformes que la DGI est en train de faire, parce que je rappelle, la DGI est une administration publique au service du citoyen, au service de l'État, pour faire des recettes fiscales. Donc nous devons pour cela toujours accroître la transparence, toujours aller vers le changement positif pour que nous puissions faire plus de recettes fiscales. Plusieurs sujets d'actualité seront discutés au cours de cette réunion, dont entre autres le bilan de la mise en œuvre du plan d'action et l'installation des comités régionaux de communication sur les mesures nouvelles contenues dans la loi des finances 2023 et sur la facture certifiée et l'ICCF, pour ne citer que cela.
À travers une cérémonie organisée cet après-midi, la SPEN et la SIN ont célébré les 100 milliards de litres d'eau potable. C'était en présence de plusieurs invités et leurs partenaires. Plus de détails avec Suleiman Souman. Une date désormais historique pour le Niger, principalement pour la SPEN et la SIN, qui célèbrent ce jour mardi 21 décembre 2022 les 100 milliards de litres d'eau potable à travers la présente cérémonie organisée pour la circonstance. Cette performance enregistrée est à mettre à l'actif de tous les acteurs et partenaires de ces deux sociétés, et cela s'est réalisé après un long processus. Je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit que ce qu'on célèbre, c'est 20-30 années d'efforts continus, de beaucoup de collègues, de beaucoup de monde et de beaucoup de travail de chacun pour réussir à produire ces 100 millions de mètres cubes. Ce qui est salué en cet instant, c'est tout ce travail-là, en espérant qu'il y ait encore beaucoup de 100 millions de mètres cubes produits, qu'il y ait de plus en plus de Nigériens et de Nigériennes qui puissent profiter d'une eau potable, d'une eau de qualité. Tout a commencé avec la réforme que l'État a initiée en 1996 et qui a abouti en 2001. Alors, il y a deux facteurs essentiels qu'il faut retenir qui ont favorisé en tout cas ce progrès. Le premier facteur, d'abord, c'est l'amélioration des performances d'exploitation apportées par l'opérateur privé, qui a permis de réduire les pertes d'eau, d'améliorer la qualité de l'eau et d'intensifier les branchements sur l'ensemble du territoire. Ces branchements qui sont ou financés par les usagers, ou financés par subvention par la SPEN, mais exécutés par la SEN. Le deuxième facteur, c'est le facteur de croissance qu'a connu le secteur grâce à des investissements massifs que la SPEN a apportés. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, représenté ici par son secrétaire général adjoint, a salué les acteurs partenaires, mais aussi de rendre un hommage mérité à l'État du Niger pour la concrétisation de cette action. C'est grâce à ces investissements que la société d'exploitation des eaux du Niger a produit durant cette année 2022 100 millions de mètres cubes, soit 5 milliards de mètres cubes. Et cela a permis l'accès à l'eau potable d'environ 5 millions de personnes qui vivent dans les 55 centres affermés ou concédés à la SPEN. C'est ici, pour moi, le lieu de rendre un vibrant hommage à l'État du Niger et à ses partenaires techniques et financiers qui ne cessent de mobiliser toutes les ressources et les efforts afin de parvenir à satisfaire les besoins en eau potable de la population nigérienne. Au cours de cette cérémonie, le public a eu droit à une présentation des différents résultats dans le secteur de l'eau. Ainsi, à travers cette production, la SPEN entend satisfaire 90% de la population de Niamey en termes d'eau potable. Actu sur le web, c'est chaque mercredi avec Balima Bouraima. Balima, bonsoir. Bonsoir, cher Fatou. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 21 décembre 2022. Production risicole au Niger. Des bonnes perspectives pour cette année, nous apprend ANP.NE. La production risicole 2022 a été estimée à 149 626 tonnes, près de 150 000 tonnes de riz paddy, a indiqué à l'ANP Mme Amina Abbas, directrice de la promotion des chaînes de valeur agricoles au ministère de l'Agriculture. Les rendements moyens obtenus sont de 2,5 tonnes par hectare sur les sites hors aménagés et près de 6 tonnes à l'hectare sur les aménagements hydro-agricoles, explique la spécialiste, selon qui l'année 2022
est aussi marqué par des inondations, surtout à Difa. Selon la directrice de la promotion de la chaîne de valeur au ministère de l'Agriculture, le premier maillon de la chaîne de valeur est la production de paddy. Le second maillon, a-t-elle fait savoir, est celui de la transformation constituée de 3 niveaux principaux: la transformation industrielle avec les usines de la Rénie, la transformation semi-industrielle avec quelques privés et la mini-réserie installée par les organisations socio-professionnelles agricoles et la transformation artisanale et décortiquage de riz avec des moulins villageois. Le dernier maillon de la chaîne de valeur du riz est la commercialisation qui comprend la vente en gros et la vente au détail. La commercialisation sera abordée sous 2 angles selon la responsable au ministère de l'Agriculture. Il s'agit de celle du riz paddy et du riz blanchi. La même source informe que, compte tenu des coûts d'usinage particulièrement élevés, le riz est produit par ce circuit à un coût non compétitif par rapport au riz importé et doit donc être lourdement subventionné par l'État. De façon générale, la commercialisation du riz est largement dominée par les importations, ce qui ne favorise pas le développement de la filière locale, regrette l'officiel nigérien. Balima, nigerinter.com revient sur les propos du président ghanéen sur la présence des paramilitaires russes de Wagner au Burkina Faso. Aujourd'hui, des mercenaires russes sont à notre frontière nord. Le Burkina Faso a maintenant conclu un accord pour aller de pair avec le Mali en envoyant des forces Wagner sur place, a déclaré le chef de l'État ghanéen lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pendant que se tenait le sommet États-Unis-Union africaine. Les militaires au pouvoir à Ouagadougou ont tout simplement convoqué l'ambassadeur du Ghana accrédité sur leur sol pour consultation, mais n'ont publié aucun communiqué sur le sujet. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Hassou Massoudou, a aussi donné de la voix sur la question. Il a affirmé que Wagner constitue une menace qui doit être portée au niveau de la CEDEAO, tout en précisant qu'à notre niveau, nous n'avons pas cette information, mais je pense que c'est une information vraisemblable. Le Burkina Faso est sur cette trajectoire, apparemment, d'après les informations que nous avons. Est-ce parce que les autorités burkinabées n'ont jamais caché leur intention de diversifier leurs partenaires pour combattre le terrorisme qu'en Afrique de l'Ouest, plus que les soupçons d'avoir signé des accords avec Wagner? Ou bien est-ce que ce voyage effectué tout récemment en Russie par le Premier ministre burkinabé Apollinaire Killemène, qui provoque toutes ces inquiétudes, se demande le site nigerinter.com. C'est que sur le gouvernement burkinabé a délivré un permis d'exploitation d'or dans le sud du pays à une société russe, Nordgold, mais celle-ci est présente depuis plus de 10 ans au Burkina Faso, où elle exploite 2 mines déjà, conclut le site nigerinter.com. ActuNiger.com, lui, revient sur les relations entre Bazoum Mohamed et son prédécesseur. Dans les échanges qu'il a eus avec le chef de la section Hausa de la Voix de l'Amérique, Aliou Mustafa Sokoto, Mohamed Bazoum a fait tour des rôles des différentes questions sur la gestion depuis son arrivée à la magistrature du pays et aussi de ses relations avec son prédécesseur Issoufou Mamadou et de leurs fonctions politiques qui les a amenés à la tête du pays. S'agissant du rapport avec l'ancien président Issoufou Mamadou, le chef de l'État Mohamed Bazoum a laissé entendre que les relations avec son camarade politique de longue date Issoufou Mamadou sont au bon fixe et tout ce qui se raconte est l'œuvre des adversaires politiques. Nos adversaires sont tristes que nous n'avons pas de problème entre Issoufou Mamadou et moi. Cette annonce du chef de l'État est le deuxième du genre depuis qu'il a été porté à la magistrature suprême en avril 2021, après une première déclaration de ce genre sur les ondes de la section Hausa de la BBC. L'entretien avec la VOA de l'Amérique intervient également à quelques jours du 8e congrès ordinaire du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS-Taraya, le principal parti au pouvoir qui a élu 2 de ses anciens présidents, à savoir Issoufou Mamadou et Mohamed Bazoum à la tête du pays. Pour plusieurs observateurs, le congrès des 24 et 25 décembre prochains confirmera le président du parti par intérim, Foumokoy Gado, actuel haut représentant du président de la République, qui semble avoir le soutien des comités exécutifs nationaux et de l'ensemble des 8 coordinations du pays.
Malgré ce semblant de cohésion et d'unité autour de la candidature du président par intérim Fumokogado, des rumeurs font état d'une éventuelle division du parti qui risquerait d'être plus visible lors des assises du prochain congrès, conclut le site actuniger.com. Hors de chez nous, RFI.fr nous apprend que l'ONU lève les contraintes sur la livraison d'armes à la République démocratique du Congo. L'ONU a voté hier le renouvellement du mandat de sa force de maintien de la paix, la MONUSCO, pour un an. Plus surprenant, elle a amendé le régime de sanctions et levé l'obligation de notification des exportations du matériel militaire lorsqu'ils fournissent Kinshasa en armes. Depuis 2003, rappelle-t-on, toutes les livraisons d'armes à Kinshasa devraient être approuvées par l'ONU, puis à partir de 2008, les États fournissant de l'aide et du matériel militaire à la RDC devaient en informer au préalable au Conseil de sécurité. Une obligation du régime de sanctions. Problème avec la recrudescence de l'insécurité à l'est du pays, Kinshasa a besoin de renforcer ses moyens de défense. Or, cette procédure, en rendant les exportations confuses, obstrue ses capacités. En juin dernier, appuyée par la Chine, la Russie, les pays africains du Conseil et de la France, la RDC a demandé à amender le régime des sanctions qu'elle voit comme une ingérence. Mais cette demande avait été rejetée par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ce qui était un sujet technique est devenu un sujet politique à cause du contexte tendu, et cela a d'ailleurs contribué aux manifestations contre le personnel de l'ONU cet été. Cette semaine, la France a proposé de ne pas attendre le renouvellement du régime des sanctions en juin, d'autant que la Russie et la Chine ont brandi une possible abstention sur le renouvellement de la MONUSCO. Une bataille gagnée, une injustice réparée, a déclaré sur Twitter le porte-parole du gouvernement de RDC, Patrick Mouyaya. Une vraie victoire pour Kinshasa, en effet, même si elle a dû céder à un léger compromis, rédiger un rapport régulier décrivant ses besoins en armes et ses efforts de gestion du parc aussi, conclut le site RFI.fr. C'est tout pour ce mercredi. Merci Balima pour tous ces détails. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles informations. Bonne réception et bonne suite de nos programmes sur Bonferré Télévision.